7 Français sur 10 estiment qu'ils ont des revenus insuffisants pour satisfaire leurs envies. En 10 ans, les Français auraient perdu en moyenne 440 € de pouvoir d'achat par an. Les Français continuent à se serrer la ceinture, pouvoir d'achat en berne alors que l'inflation recule. Le pouvoir d'achat qui est toujours dans le top 3 des préoccupations des Français cette année selon un sondage Ipsos. 6 Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a diminué depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Les salaires stagnent, le pouvoir d'achat s'effrite. Chez les jeunes, le chômage est à 17%, 2 points au-dessus de la moyenne européenne. Pour beaucoup, le futur semble moins prometteur que le passé d'un point de vue économique et écologique. Ce malaise n'est pas un simple accident conjoncturel, ni un mauvais passage temporaire, c'est le basculement silencieux mais massif de notre modèle économique. Le basculement de l'économie productive vers l'économie de services. Cet appauvrissement, ou plutôt le ralentissement de l'enrichissement, se transcrit sur ce graphique et est le symptôme d'une transformation bien plus profonde. Le revenu disponible brut croît depuis le Covid, mais c'est un indicateur pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Le pouvoir d'achat, lui, synonyme de richesse, stagne, voire décroît. Les gens ont tendance à l'oublier, mais pendant tout le XXe siècle, notre richesse collective et notre niveau de vie actuel se sont bâtis sur la transformation de matières premières. On extrayait du pétrole, du charbon, des minerais, on créait même des nouveaux atomes. On transformait ces ressources en voitures, avions, ponts, centrales, maisons, équipements électroménagers en tout genre. On a créé du temps libre, ça n'existait pas avant. Chaque emploi industriel créait une immense chaîne de valeur et déperlait sur l'économie ensuite. En France, un ouvrier dans les années 70 contribuait à une productivité équivalente à plus de 90 000 € par an, corrigé en euros constants. Aujourd'hui, dans beaucoup de services, cette productivité chute. Nous sommes moins productifs qu'au début des années 2000. En 1 heure travaillée, nous créons moins de richesses, surtout depuis la crise Covid, moins 8,5%. Un serveur, un commerçant ou même un enseignant crée beaucoup moins de valeur économique directe. C'est simple. L'industrie manufacturière, productivité moyenne 82 000 € par salarié par an, INSEE 2023. Services, hors finance, tech, productivité moyenne autour de 50 000 € par salarié par an. À cela s'est ajouté un phénomène encore plus insidieux, la précarisation du travail. Car tous les services créés pour compenser la perte d'emplois industriels ne sont pas équivalents. De ce que l'anthropologue David Graeber appelle les bullshit jobs. Des emplois administratifs de conseil, de support, de gestion, souvent ressentis comme déconnectés de toute création réelle de valeur. Conséquence logique, une partie croissante de la population occupe désormais des emplois peu stables, mal rémunérés, souvent peu valorisants socialement. Et pendant ce temps, les emplois industriels qui subsistent dans l'aéronautique, l'énergie, l'automobile ou la défense restent parmi les mieux rémunérés et les plus stables, mais sont aussi de plus en plus rares. Tout cela a mécaniquement accentué les écarts de revenus et le sentiment d'insécurité économique. Certes, quelques secteurs très précis tirent leurs épingles du jeu, la finance internationale, les grandes plateformes numériques comme les GAFAM, les cabinets de conseil stratégiques ou de M&A. Dans ces domaines, la productivité est très élevée, parfois plus de 300 000 € par salarié, mais ce sont des poches ultra concentrées, la majorité de la population n'y travaille pas, et ces secteurs emploient très peu de monde par rapport à leur poids économique. Surtout, leur richesse repose souvent sur des rentes, la propriété intellectuelle, le contrôle de l'information, des monopoles de plateformes, et beaucoup moins sur la production physique qui améliore directement notre niveau de vie matériel pour un volume de personnes plus important. Par exemple, Tesla vaut plus que tous les constructeurs automobiles réunis mais produit 10 fois moins de voitures que Toyota. Nvidia vaut plus que tout le CAC 40 réuni mais emploie moins de 30 000 personnes. La bourse récompense le potentiel de captation financière mais pas la contribution directe à la société. Industrie égale transformation égale énergie plus matière. Pourquoi l'industrie crée-t-elle plus de richesses ? Parce qu'avec de l'énergie bon marché, elle transforme massivement des matériaux en objets utiles, comme dit plus tôt, cela peut être des logements, transports, machines agricoles, équipements médicaux, mais cette transformation a un coût énorme. L'industrie mondiale consomme plus de 35% de l'énergie primaire, elle est responsable de près de 25% des émissions mondiales de CO2. Produire massivement, c'est consommer massivement pétrole, gaz, minerais, électricité, eau, terres rares. Donc, paradoxe, l'industrie est la clé du progrès matériel et le poumon de l'économie mondiale, mais elle est aussi le cœur des défis écologiques. En d'autres termes, plus on veut s'enrichir matériellement, plus on abîme la planète. Sachant tout cela, nous pourrions planifier une industrie respectueuse de l'environnement et durable, 1 tonne de matière utilisée sera recyclée, 1 kWh d'énergie prélevée dans l'environnement impactera le moins possible celui-ci. Ceci est une cible alléchante, celle véhiculée par l'Europe. Le problème, c'est que le modèle de société unique n'existe pas. Il n'y a pas un chef du monde, si on veut être très clair. Chaque pays peut faire ses propres choix stratégiques. Certains pays souvent riches miseront sur la durabilité, sobriété énergétique, relocalisation verte, économie circulaire. D'autres, au contraire, fonceront vers une croissance matérielle décomplexée, extraire plus, produire plus, consommer plus. Drill, baby drill. We will drill, baby drill.
Et là surgit un immense danger, les pays verts risquent d'être rapidement déclassés car ils ralentiront leur croissance volontairement et ne pourront plus assurer leur sécurité. Les pays productivistes prendront l'avantage sur l'accès aux ressources, aux capitaux, à la technologie et écraseront leurs adversaires. L'aparté français pourrait nous dire que nous avons la dissuasion nucléaire qui nous protège de ce possible écrasement. Cela tient jusqu'au moment où les pays productivistes seront si avancés technologiquement qu'ils seront capables d'intercepter nos têtes nucléaires tout simplement. On en est loin aujourd'hui, mais rien ne nous dit que dans 20-30 ans, si nous ne maintenons pas notre technologie de défense et notre complexe militaro-industriel, le niveau de nos adversaires sera si supérieur au nôtre que nous ne serons plus capables de nous défendre. Concrètement, si un pays d'Europe ralentit sa croissance pour respecter les objectifs écologiques stricts, pendant qu'un autre, en Asie ou en Amérique, multiplie ses usines et son PIB, le premier perdra mécaniquement en influence économique, militaire et politique. Et l'histoire montre que les déséquilibres de richesse génèrent souvent des conflits, que cela soit pour l'accès à l'eau, les terres rares, les hydrocarbures, les ressources, les talents. Tout cela crée des compétitions commerciales et évidemment des tensions militaires. Deux futurs sont donc possibles. Le premier scénario, c'est le scénario optimiste, un nouvel ordre mondial. Comme après la Seconde Guerre mondiale, il faudrait des puissances assez fortes pour imposer des règles du jeu globales. Définir ensemble que la croissance matérielle a des limites. Limiter collectivement l'extraction, le gaspillage, la compétition aveugle. Créer un Bretton Woods écologique mondial. Pour cela, il faudrait une alliance durable entre les grandes puissances, USA, Chine, Europe, Inde, une capacité politique à faire passer l'intérêt commun avant l'intérêt immédiat, un défi colossal, dans un monde de plus en plus fragmenté. Le scénario pessimiste, la loi du plus fort. Si aucun accord mondial n'émerge, alors ce sera chacun pour soi. Les pays cherchant la durabilité s'isoleront, leur niveau de vie pourrait chuter faute d'accès compétitif aux ressources et aux marchés mondiaux. Pendant ce temps, d'autres pays accumuleront puissance, richesse, jusqu'à provoquer de nouvelles rivalités. Un nouveau marché européen pourrait exister, qui lui serait bas carbone, mais transformera l'Europe en peut-être cible utopique ou simple musée d'une époque révolue. La conclusion, c'est un choix crucial. Vouloir un avenir durable est noble, et je pense que nous avons raison de le faire car notre planète est unique, mais il ne suffit pas de prêcher la sobriété dans son coin pendant que le reste du monde continue à accélérer. Construire un monde durable exigera soit une vraie réforme globale, soit accepter une baisse durable de notre niveau de vie localement, voire notre perte d'influence mondiale. La vraie question n'est donc pas seulement comment produire mieux, c'est surtout sommes-nous prêts à changer l'équilibre du monde pour que produire mieux devienne la norme et pas l'exception. En attendant, nous en France, pour maintenir notre niveau de vie sans dégrader la planète, nous pouvons pousser la réindustrialisation du pays avec une énergie bas carbone et une utilisation des ressources la plus mince ou circulaire possible. Merci de m'avoir écouté, c'était Ampère.